Lamine? Oui. Pour terminer sur la solution, j'aimerais revenir sur 2-3 points. On n'a pas beaucoup de temps. Oui, je vais aller très vite. Très rapidement. La première problématique, c'est que un coup d'État, c'est un coup d'État, même s'il est mené par le Père Noël. Mais nier les raisons d'un coup d'État, c'est fermer la lucarne des solutions. C'est bien beau de dire que c'est un militaire qui tue son frère militaire. Crier c'est un militaire pour avoir tué un autre militaire ne résout pas la question. C'est de savoir pourquoi il est arrivé à tuer son frère militaire. C'est comme la rébellion en Côte d'Ivoire. On traite la problématique de la rébellion, mais on traite les problématiques sous-jacentes. Donc nier les problématiques sous-jacentes, c'est traiter une plaie de manière apparente. Par rapport au financement de la CEDEAO, la CEDEAO, c'est pas l'Union européenne. Vous avez déjà vu l'Union africaine financer l'Union européenne? Non. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, pour avoir une crédibilité sous-régionale, on doit éviter ça. Et même en matière de collaboration bilatérale, on parle d'aide. C'est-à-dire, on a quelque chose et on va chercher ce qu'on n'a pas. Mais au niveau de la CEDEAO, quand par exemple, l'ambassadrice de l'Allemagne dit à Abuja que l'Allemagne et l'Union européenne financent la CEDEAO pendant 20 ans. Mais c'est pas normal. Il faut qu'à un moment donné, les États puissent être capables de pouvoir cotiser à certains niveaux. Si l'OTAN veut, l'OTAN peut se faire financer par qui il veut. Mais la CEDEAO, c'est pas l'OTAN. Et on n'a pas les mêmes réalités. Voilà. Autre chose, pour revenir là-dessus, il faut un mécanisme opérationnel concret de réaction. Parce que aussi, la CEDEAO, c'est la somme de ces différents présidents-là. Quand un président traite des putschistes, de putschistes et d'autres putschistes, de putschistes modérés, ça peut être problématique. Donc, dans la composante de la CEDEAO, il faut pouvoir agir de manière claire sans ambiguïté. L'autre chose que je propose, c'est de prendre des modèles de réussite. Par exemple, si la Côte d'Ivoire a un modèle sous-régional de réussite en matière de sécurité, le modèle ivoirien doit pouvoir être impulsé au niveau des différents pays. Un pays qui a un modèle en matière de salubrité, le modèle de salubrité doit pouvoir être impulsé dans différents pays. Parce que la vraie problématique, au-delà de ce qu'on dit, c'est la pauvreté. Aujourd'hui, par exemple, 27% des pays de la CEDEAO vivent sous le seuil d'une pauvreté extrême. Donc, on va beau mener des actions militaires, on peut beau investir dans les armes, mais si la somme de nos gouvernances n'arrive pas à résoudre des problèmes de pauvreté, les gens n'ont pas accès à l'eau, les gens n'ont pas accès à l'électricité, les gens n'ont pas accès à l'éducation, ils sont plus vulnérables au coup d'État et aux manipulations politiques. D'accord, messieurs, on va marquer une courte pause et nous retrouver juste après pour poursuivre le décryptage de l'actualité. Alors, une autre question que j'ai bien envie de vous poser, que beaucoup d'Africains et Ouest-Africains se posent, est-ce que la CEDEAO souffre d'un déficit d'autorité ou un déficit de cohésion, parce que de plus en plus on entend dire qu'il y a des chefs d'État qui sont membres de la CEDEAO, mais qui font ami-ami avec les pays de l'AES. Donc certains y voient un déficit de cohésion au sein de la conférence des chefs d'État. Alamine Fofana, quelle est votre analyse? Oui, déficit d'autorité, oui, parce que l'autorité est diffuse. Dès que l'autorité est diffuse, il y a un déficit d'autorité. Et il y a ce sentiment aussi de ne pas sanctionner à la même hauteur, avec la même efficacité, dans le même timing, différents événements. Vous faites allusion à des exemples concrets? Oui, par exemple, la réaction de la CEDEAO dans le cas Sierra Leone diffère de la réaction de la CEDEAO dans le cas Mali, ça diffère dans le cas Burkina, ça diffère dans le cas Niger. Donc, ça donne l'impression que, ça donne l'impression que, au gré des enjeux, au gré est-ce que les contextes sont pareils? Justement. Oui. Parce que dans une analyse comme celle-là, évidemment, est-ce que les contextes sont pareils? Oui, un coup d'État égale à un coup d'État. Alamine Fofana, on est je d'accord. reviens à la question. Un coup d'État. Raison pour Encore laquelle... une fois, est-ce que les contextes sont pareils? Vous qui êtes politologue, est-ce que le contexte n'est pas déterminant dans une matrice d'analyse comme celle-là? Quels sont les contextes des coups d'État en Afrique de l'Ouest? C'est la sécurité, le terrorisme, c'est les mêmes raisons. Donc, raison pour laquelle je suis en train de dire, la manière, forcément la manière va différer. Mais c'est un coup d'État sur la base duquel des personnes estiment que le régime en place n'arrive pas à sécuriser le pays. Ce sont les mêmes raisons. Donc pour moi, posséder l'autorité au niveau de la CEDEAO, c'est justement d'avoir une mécanique de réaction qui est propre, qui est connue. Par exemple, on sait que s'il y a un coup d'État dans un pays, 24 heures après, voici ce que la CEDEAO doit faire. Si, par exemple, la CEDEAO est dotée, par exemple, d'une organisation militaire opérationnelle, il faut qu'on puisse voir des éléments palpables 24 heures après qu'on ait un coup d'État d'un pays. Maintenant, se cacher derrière la divergence des contextes pour agir une semaine après ou de telle ou telle manière, ça donne l'impression qu'il y a des enjeux tacites auxquels la CEDEAO veut souscrire, raison pour laquelle ils agissent différemment. Surtout que, pour moi, les raisons des coups d'État en Afrique de l'Ouest, c'est les mêmes raisons. C'est les raisons de sécurité, c'est les raisons de terrorisme. Donc tant qu'on n'arrive pas à ce minimum de consensus d'action, ça va toujours laisser l'impression d'interprétation bizarre. Alassane Rabo? Il y avait quel problème de sécurité en Côte d'Ivoire quand le coup d'État intervenait?
Il y a une tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. Quel coup d'État vous parlez? Avec Gueye Robert. Vous faites allusion à 99? Bien sûr. Oui, il y avait... Attends. Quelle était la L'AESN, je vous retourne la question. Mais la CEDEAO... Ici, on parle de... Bon, alors, messieurs, c'est pas... J'arrive. Non, c'est pas... L'analyse ici... C'est un jeu de ping-pong. L'analyse ici, c'est... Il faut bien qu'on s'entende. C'est moi, c'est la parole. Je vais dire que en Côte d'Ivoire, il n'y avait absolument pas de problème sécuritaire. On dit la majorité. Lorsque le coup d'État a été fait. Le débat qu'on mène aujourd'hui ne porte pas sur les 5 dernières années d'exercice. On parle de l'avenir et des réalités de notre organisation commune depuis sa création à aujourd'hui. C'est toutes ces mutations de 75 à aujourd'hui qui ont créé ce débat. Sinon, on n'en serait pas là. Donc on ne peut pas venir nous dire que c'est le débat qui porte simplement sur le cas du Mali, du Burkina. Et puis d'ailleurs, les raisons de coup d'État, c'est pas que les raisons sécuritaires. On dit la majorité. S'il vous plaît, Alamine. Il y a des raisons de souveraineté nationale. Il y a des raisons de bonne gouvernance. Il n'y a pas que des raisons sécuritaires. Et il y a eu des exemples palpables dans bien de pays. Ce que moi je veux dire, et qu'on puisse comprendre, parce que c'est quand même, on a une heure de grande écoute. Dire les choses comme ça, ce serait encourager des gens à penser qu'un coup d'État pourrait être aussi la solution. Un coup d'État n'est pas et ne sera jamais la solution. Ce qui est la solution pour moi aujourd'hui, c'est que notre communauté, la CEDEAO, doit comprendre une chose qui est essentielle. Les membres, les États membres, les chefs d'État qui siègent doivent aujourd'hui être francs et sincères. Concéder à la CEDEAO une petite part, comme l'a dit Cheikh Oumar Doumbia, de leur souveraineté. C'est-à-dire qu'on reconnaît que la CEDEAO peut à tout instant, eu égard à telle considération, avoir telle force pour agir. Il faut la force en attente, il faut la réorganiser, ça a été dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut donner beaucoup plus de moyens à cette force en attente. D'accord. Et puis il faut, l'idée de la CEDEAO des peuples, je vais finir sur ça, il faut renforcer. 30 secondes. Il faut renforcer cette idée de CEDEAO des peuples. Moi, j'ai eu un rêve, par exemple. Pourquoi est-ce que les différents parlementaires ou les différents peuples de notre région ne voteraient pas le président en exercice de la CEDEAO? Ça donnerait une certaine légitimité, un pouvoir... Et une implication peut-être? Exactement. Très bien. Josias? oui. Alors, il me reste 3 minutes avant le grand duel. Donc vous avez chacun 1 minute. Josias, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, comme signifié tout à l'heure, je suis totalement d'accord avec Alamine qui disait que la majorité des problèmes qu'on a sont des problèmes sécuritaires. Et même quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire qui a été signifié par Alassane Drabo en 99-2002, c'est généralement des problèmes sécuritaires. Lesquels? C'est des problèmes... S'il vous plaît. C'est des problèmes... Alassane Drabo, faut pas les interrompre. C'est ce qu'on appelle les problèmes de sécurité sociale. Où on disait qu'il y a un peuple qui est marginalisé. C'est pas de cela qu'il parlait, je suis désolé. S'il vous plaît, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle les problèmes de sécurité sociale, où on dit qu'il y a un peuple qui est marginalisé, il y a un peuple qui est délaissé. Et lorsqu'on prend le cas du Bénin récemment, ou tout à l'heure, on dit au nord du Bénin, il y a moins d'attention accordée à cette partie comparé au sud, ce qui permet qu'il y a par exemple l'infiltration d'acteurs terroristes. Donc la majorité des problèmes effectivement sont des problèmes de sécurité. À côté on peut avoir des problèmes de bonne gouvernance, etc. Mais la majorité des cas sont des problèmes de sécurité. Et ce qu'on doit faire comme signifié, c'est mettre en place les leviers qui vont permettre à ce que la CEDEAO ait les moyens militaires surtout de conforter ces problèmes-là, de résoudre ces problèmes-là afin qu'on puisse passer à autre chose. Très bien. 1 minute, Cheikh Oumar. Oui, moi je pense que très généralement, les gens font, l'erreur que Alamine fait, c'est ce que les gens font très souvent, c'est confondre en fait l'ambulancier et le médecin. C'est-à-dire que la CEDEAO, c'est une organisation, et j'ai tenu à préciser ça au début, que c'est une organisation qui a pour vocation de gérer des questions économiques et de façon communautaire. Ce n'est pas une organisation qui a pour vocation de se substituer aux gouvernements qui sont dans ces pays-là. Vous ne pouvez pas demander à la CEDEAO de gérer des questions de gouvernance interne alors que ce n'est pas ça sa vocation. La vocation politico-sécuritaire, et j'en reviens là, Lamine, il a beaucoup tourné aujourd'hui, mais il a fini par dire ce que j'ai dit dès le départ. Il était important de mettre sur pied une procédure pour exercer ce que la CEDEAO a exprimé dans le protocole additionnel depuis 2001. Et cette procédure, les chefs d'État l'ont déjà dit qu'ils sont en train de travailler, une commission a été engagée pour ça. Donc moi je pense que sincèrement, à un certain niveau, il faut se dire les réalités. La CEDEAO ne peut pas se substituer à nos États. Et malgré cela, quand il y a les questions de coup d'État, non, aucun justificatif pour des simples raisons que dans nos pays, il y a des institutions, des organes qui sont supposés agir sur ces questions-là. C'est lorsque le problème d'un pays touche à la stabilité de tous que l'on intervient. La stabilité intérieure est d'abord l'affaire des institutions internes. Et oublier cela, c'est s'attaquer, comme je l'ai dit, à l'ambulancier sous prétexte que c'est le médecin. Elis Keïta, ou bien vous passez votre minute?
Non, je voudrais rapidement Allez-y. m'exprimer. Tout d'abord, je voudrais dire à Lamine d'être très regardant. Ce ne sont pas que pour des raisons sécuritaires qu'il y a coup d'État. N'oublions jamais le tripatouillage S'il vous plaît. constitutionnel, d'où l'appellation commune du 3e mandat. Ça aussi, ça a été un argumentaire pour que des militaires mettent en captivité un président. Comme ils le disent, ils ont pris leurs responsabilités de façon souveraine et on a des cas même dans notre sous-région. La seconde chose, j'invitais mon cadet Alassane à tempérer, blé. Parce que quand il dit que les guerres ne sont pas des raisons d'un coup d'État, mais j'hallucine et je dis que c'est grave. C'est pas ce que je dis. Tel que je l'ai compris et tel que je l'ai entendu, qu'il aimerait même avoir des réponses, moi je le condamne fermement. Pourquoi? Quand dans un pays tout est stable, on prend tous la paix, on veut la paix. Chacun est à sa place. Comme le dit même Cheikh Ivan ici, chacun connaît son travail. Personne ne va y mixer. Et même quand il y a des tensions à l'interne, il y a des canaux, des procédures pour calmer. Mais quand il y a une guerre, ce sont des armes qui circulent. C'est un groupe. Et ça crée deux situations. Soit, quand la guerre prend forme, autour même du président, il peut y avoir trahison, on peut le renverser, ou cette vague-là même peut venir faire tomber le président. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une fois qu'il y a ce genre de tension, ça crée une instabilité qui est ennemie au retour à l'ordre constitutionnel. Dans ce cas de figure, on aurait une dizaine de coups d'État au Nigeria. Bien sûr. Avec la montée en puissance de Boko Haram ces dernières années. Bien sûr. Mais justement, c'est parce que le Nigeria a une armée forte et le Nigeria a des interlocuteurs, parce que dans la guerre, on ne voit pas ceux-là qui négocient en sourdine. Sinon, même au niveau du Mali, là, les otages qui sont pris, qui sont libérés, comment ils sont libérés? C'est parce qu'il y a des négociations en sourdine. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand il y a une guerre, sur ce seul point-là, ça donne des idées. Et de ces idées, ça crée des conflits d'intérêts, ça donne à tentation, ça crée des divergences et ça finit par un coup d'État. Qu'il soit à des raisons soi-disant justes ou à des raisons carrément fallacieuses. Donc j'aimerais que Alassane ne soit pas dans l'euphorie de ce qui se passe actuellement, mais qu'il regarde. On va pas personnaliser quand même le débat. Alassane a donné son point de vue. Non, vous mais donnez le vôtre. J'annonce les couleurs de mon prochain grand duel avec je serai là. Non, c'est moi qui arbitre les grands duels. Alors, messieurs, Un grand plaisir. justement, les couleurs ont été annoncées. On va suivre le grand duel. Si les coups d'État se multiplient en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas parce que les militaires se réveillent un matin avec une soif de pouvoir. C'est parce que, pendant des années, des signaux d'alarme ont été ignorés. Ignorés par les gouvernements. Ignorés par les institutions régionales. Ignorés parfois même par ceux qui se disent défenseurs de la démocratie. Et tant qu'on refusera de regarder les vraies causes en face, les coups d'État continueront de surgir, encore et encore, comme une fièvre qui révèle une maladie profonde. Le débat télévisé ivoirien que nous analysons aujourd'hui est intéressant, non pas parce qu'il apporte des réponses définitives, mais parce qu'il expose clairement une fracture intellectuelle majeure. Faut-il condamner les coups d'État sans discuter, ou faut-il comprendre pourquoi ils arrivent pour espérer les empêcher? Dès le départ, un point fondamental est posé par l'une des intervenantes. Nier les raisons d'un coup d'État, c'est fermer la porte à toute solution durable. Et cette phrase mérite qu'on s'y arrête. Dire simplement « un coup d'État reste un coup d'État », c'est juridiquement vrai. Mais politiquement, socialement et historiquement, c'est insuffisant. Car condamner un acte sans analyser les conditions qui l'ont rendu possible, c'est comme soigner une plaie sans enlever l'infection. La plaie se referme peut-être. Mais l'infection continue de ronger le corps. L'exemple de la rébellion en Côte d'Ivoire est utilisé à juste titre. Pendant longtemps, on a condamné la rébellion sans jamais traiter sérieusement les frustrations profondes, les exclusions politiques, les tensions identitaires et les déséquilibres régionaux qui ont nourri cette crise. Résultat, la violence est revenue, sous d'autres formes, avec des conséquences encore plus lourdes. Ce raisonnement s'applique parfaitement aux coups d'État actuels dans le Sahel. Les qualifier uniquement de « rupture anticonstitutionnelle », sans examiner les défaillances de gouvernance, d'autorité et de sécurité, c'est refuser de comprendre le réel. Mais là où le débat devient encore plus révélateur, c'est lorsqu'il aborde le rôle de la CEDEAO. La question du financement de la CEDEAO est loin d'être anodine. Quand une organisation censée incarner l'intégration régionale dépend largement de financements extérieurs, cela pose un problème de crédibilité et de souveraineté. Comparer la CEDEAO à l'Union européenne ou à l'OTAN est une erreur fréquente, et les intervenants ont raison de la dénoncer. L'Union européenne ne se fait pas financer par l'Union africaine. L'OTAN, malgré ses partenariats,
reste une alliance structurée autour d'États puissants qui assument leurs contributions. Alors pourquoi accepter que, pendant des décennies, des partenaires extérieurs financent une organisation qui prétend réguler la stabilité politique de ses propres États membres? Cette dépendance financière crée une dépendance politique. Et une dépendance politique affaiblit l'autorité. Car il faut le dire clairement. La CEDEAO n'est pas une entité abstraite. Elle est la somme des chefs d'État qui la composent. Et c'est là que le bâtiment blesse. Quand certains dirigeants qualifient certains putschistes de « dangereux » et d'autres de « modérés », le message envoyé aux populations est catastrophique. Cela donne l'impression que les principes changent selon les intérêts du moment. Que les sanctions ne sont pas automatiques, mais négociables. Que l'illégalité est condamnée ici, tolérée là-bas. C'est précisément ce que plusieurs intervenants appellent un déficit d'autorité. Une autorité claire, c'est une autorité prévisible. Quand une organisation est crédible, tout le monde sait à quoi s'attendre. S'il y a un coup d'État, les réactions sont connues, codifiées, immédiates. Or, ce que les peuples observent aujourd'hui, c'est une CEDEAO qui agit parfois en 24 heures, parfois en une semaine, parfois pas du tout. Et cette incohérence alimente les soupçons. Soupçons d'agenda caché. Zoekkunst de double standards. Soupçons d'arrangement politique en coulisses. Dans ce contexte, même les décisions justes deviennent suspectes. Un autre point central du débat concerne la question de la sécurité. Beaucoup d'intervenants s'accordent à dire que les coups d'État récents en Afrique de l'Ouest sont largement liés à l'incapacité des régimes en place à assurer la sécurité des populations face au terrorisme. Sur ce point, il faut être honnête. Dans le Sahel, des territoires entiers ont échappé au contrôle de l'État. Des villages ont été abandonnés. Des populations livrées à elles-mêmes. Quand l'État disparaît du quotidien des citoyens, la légitimité du pouvoir s'effondre. Mais réduire toutes les causes des coups d'État à la seule question sécuritaire serait une grave erreur. Et certains intervenants l'ont justement rappelé. Il y a aussi la question de la gouvernance. La corruption endémique. L'absence de justice sociale. Le Sentiment den Justiz permanente. Et surtout, le tripatouillage constitutionnel. Le fameux troisième mandat n'est pas un détail. Quand des dirigeants modifient les règles du jeu pour se maintenir au pouvoir, ils détruisent le contrat moral entre l'État et le citoyen. Ils envoient un message simple. La loi est flexible quand il s'agit de nous. Dans ce contexte, il devient plus facile pour des militaires de justifier leur intervention, au moins dans le discours. Cela ne rend pas le coup d'État légitime. Mais cela explique pourquoi une partie de la population peut l'accueillir avec indifférence, voire avec espoir. Un passage du débat mérite une attention particulière. La distinction entre sécurité militaire et sécurité sociale. La sécurité ne se limite pas à la présence de soldats. Un peuple marginalisé, exclu économiquement, privé d'éducation, d'eau potable et d'électricité, vit dans une insécurité permanente. Et cette insécurité sociale est un terreau fertile pour les crises politiques. Quand certaines régions sont systématiquement négligées, comme cela a été évoqué pour le nord du Bénin, elles deviennent vulnérables aux infiltrations, aux manipulations et aux discours extrémistes. Ce n'est pas une opinion. C'est un constat empirique. D'où cette vérité dérangeante que le débat met en lumière. On peut investir des milliards dans les armes. Mais si les populations n'ont rien à perdre, aucune armée ne pourra garantir une stabilité durable. Enfin, le débat soulève une question essentielle mais souvent évitée. La CEDEAO doit-elle rester une organisation d'État, ou devenir une CEDEAO des peuples? L'idée de renforcer la légitimité démocratique de ces instances, voire d'impliquer directement les peuples dans certaines décisions symboliques, peut sembler utopique. Mais elle révèle un malaise profond. Les populations ne se reconnaissent plus dans les décisions prises en leur nom. Et tant que cet écart persistera, chaque sanction, chaque sommet, chaque communiqué sera perçu comme éloigné des réalités vécues sur le terrain. Ce débat ne justifie aucun coup d'État. Il ne glorifie aucune prise de pouvoir par la force. Mais il met à nu une vérité inconfortable. Les coups d'État ne tombent jamais du ciel. Ils sont toujours le symptôme d'un échec collectif. Et tant que les causes structurelles, sécurité, gouvernance, pauvreté, crédibilité institutionnelle, ne seront pas traitées avec sérieux et cohérence, les discours moralisateurs resteront inefficaces.